Et bienvenue dans cet épisode 6 où nous parlerons avec Fabrice des voyages en avion dans la première partie. Et dans la deuxième partie, nous allons parler du Nigeria puisqu'il a eu l'occasion d'y séjourner quelque temps. Après cette interview, nous aurons l'occasion de parler de quelques nouveautés qu'il y a sur le site de VoyageCast. Mais tout de suite, voici l'interview. Allez-y, je vous écoute. Voilà, la TWA a besoin d'un nouvel appareil, un avion moderne. Ah oui? Quel genre d'appareil? Actuellement, leur DC-3 est équipé de 21 sièges et de 14 couchettes. Et il en faut plus. Ils veulent 50 sièges, mais ils veulent aussi un plafond à 12 000 pieds. Non. Non, 20 000. Réfléchissez, Jack, à 20 000 pieds, qu'est-ce que vous avez? Moins de turbulence. Parce que vous êtes au-dessus des nuages. Jack, il faut voler au-dessus des nuages. 1% seulement de la population américaine a mis les pieds dans un appareil commercial. Pourquoi? Ils chient dans leur froc, Jack, et ça c'est normal. Parce qu'à 7 000 pieds, ils en prennent plein la gueule, vous le savez ça. Mais si on fabrique un avion qui vole au-dessus des nuages, chaque homme, chaque femme ou chaque enfant qu'on embarquerait se sentirait en sécurité à bord. Un appareil capable de voler juste en dessous de la stratosphère, de traverser le pays, de traverser le monde. C'est ça l'avenir de l'aviation. Alors, bienvenue sur VoyageCast, ici Jonathan, je suis en compagnie de Fabrice aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Jonathan. Alors, comment ça va? Très bien, c'est l'été. Oui, enfin, à part pour les températures, comme on l'a dit, c'est pas tellement l'été. Enfin bon, toi, j'espère que tu vas nous apporter un peu d'été avec tes voyages. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rapport avec les voyages? T'as un blog à ce qui paraît. Voilà, alors je suis l'auteur du blog Instinct Voyageur et en fait je suis blogueur voyageur. C'est en fait devenu mon métier depuis un an puisque j'en vis. Et donc voilà, je passe un peu depuis un an mon temps entre la France et pour le moment l'Amérique du Sud. Et j'essaye de faire partager mes voyages à travers mon blog, à travers récits, conseils pratiques, etc. Et j'ai aussi un deuxième blog qui est spécialisé sur les voyages en avion qui s'appelle Prendre l'avion. D'accord, intéressant. Oui, alors je connais assez bien les deux blogs, Instinct Voyageur. Si vous avez jamais été, ce qui serait un peu bizarre vu que tu as quand même pas mal de trafic, allez-y vraiment, il y a vraiment énormément de conseils. Je conseille notamment à Atypique, la méthode pour voyager en sécurité, c'est très bien, c'est un livre que tu as écrit. Ouais, voilà, c'est mon premier guide que j'ai lancé fin mai et qui porte donc sur la sécurité en voyage, la sécurité des biens, des personnes et aussi des données. Voilà, c'est un ouvrage, un livre électronique qui est assez, je pense, qui est assez complet, je pense, sur le thème. Oui, exactement. Alors allez-y, c'est gratuit. Non, en fait, Atypique, c'est donc un PDF qui est payant, c'est un guide payant. Et par contre, sur mon blog, vous pouvez trouver des e-books qui sont gratuits, notamment le Manifeste du voyageur et un autre e-book aussi qui est très sympa, qui s'appelle 12 voyageurs qui ont franchi le pas. Et en fait, c'est un e-book qui regroupe 12 interviews en fait de personnes, de gens qui ont fait un tour du monde, un long voyage et qui racontent un peu ce que le voyage leur a apporté en fait. Alors voilà, c'est ces deux-là que j'avais lus. Et j'en ai lu un troisième, c'est un peu de ça qu'on va parler aussi. On va parler de l'avion un peu. Parce que finalement, quand on voyage, il y a d'autres alternatives, bien sûr. Il y a l'autostop, par exemple, le bus, le bateau. Mais l'avion est quand même un des moyens les plus utilisés. Et tu as écrit le carnet de vol, qui est assez intéressant, comment trouver son billet et voler moins cher. Voilà, ouais. Et oui, donc c'est un e-book que j'offre gratuitement sur mon blog Prendre l'avion et et sur lequel en fait on trouve des conseils pour trouver un billet d'avion moins cher. Et donc voilà, puisque c'est quand même le principal souci de beaucoup de voyageurs, puisque l'avion c'est souvent la porte d'entrée vers l'ailleurs et souvent ça a un certain coût. Ouais, c'est surtout que l'Amérique du Sud, on peut vivre avec 3-4 $ par jour si vraiment on abuse, mais l'avion, ça reste quand même le gros trou dans le budget, quoi. Ouais, toujours, ouais. Alors toi, sans forcément paraphraser ton livre, quand même que les gens aillent le lire, mais tu utilises quoi, toi? Tu utilises des comparateurs de vol? Tu vas plutôt dans une agence de voyage? Tu t'arranges comment? Parce que toi, t'es obligé de limiter les coûts aussi, tu es indépendant, donc faut faire attention. Alors moi, j'utilise en général basiquement, j'utilise deux comparateurs de vol sur Internet qui s'appellent Skyscanner et Kayak. Il y en a d'autres comparateurs de vol, mais bon, c'est ceux que je trouve les plus efficaces. Et ma méthode, en fait, c'est que donc j'utilise ces deux moteurs de recherche sur la destination. Je compare entre les deux pour voir quel est le billet le moins cher. Parfois c'est Kayak, parfois c'est Skyscanner. Ça dépend un peu les destinations et les moments. En général, j'essaye de chercher le billet dans la nuit parce que souvent il y a des frais de dossier
en fait, lorsqu'on achète un billet d'avion sur Internet, et ils sont moins chers, ces frais de dossier, après minuit. Enfin, bon, ça dépend où vous êtes, mais en général, ça marche comme ça. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde le nom de la compagnie, donc qui correspond au billet le moins cher que j'ai trouvé sur ces deux comparateurs, et je vais voir sur le site de la compagnie. Parce que parfois, c'est encore peut-être, ça arrive que tu puisses trouver le billet d'avion, le même, encore moins cher, un peu moins cher sur le billet sur le site de la compagnie. Donc voilà, et puis j'essaye de, bon, comme dans beaucoup de choses, il faut anticiper, c'est un peu le maître mot, donc j'essaye d'acheter mon billet entre 50 et, bon, généralement on dit que c'est entre 50 et 70 jours avant, au moins, pour avoir les meilleurs prix. Bon, ça dépend un peu, hein, c'est un peu plus compliqué. Mais donc voilà ma démarche de base quand je cherche un billet d'avion en fait. Ouais, c'est pas mal. Moi, Kayak, c'est un de ceux qui est vraiment les moins chers. Et ce que je trouve pratique, c'est que tu peux vraiment lui donner plusieurs destinations entre deux aussi. Donc, tu peux vraiment booker tous tes vols quasiment avec le même site. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Et puis parfois, par exemple, Skyscanner permet en fait de voir aussi quel aéroport, parce qu'en fait, parfois un billet est moins cher d'un aéroport ou d'un autre pays. Par exemple, certains billets sont moins chers de Londres pour certaines destinations. Donc c'est intéressant de comparer en fait. Tu as déjà essayé de te rendre à l'aéroport sans billet et de demander comme ça aux compagnies si elles ont pas des billets en rab, genre juste avant que l'avion parte. Tu as déjà essayé ça? Alors j'ai pas essayé. Alors ça, je m'étais renseigné sur ça et j'avais regardé un peu sur les forums. J'avais posé des questions, mais bon, tout le monde m'avait dit que non, faut pas rêver. En fait, ça existe pas. Alors Ouais, bonne question. Moi, j'ai téléphoné à l'aéroport de Genève parce que je suis en Suisse et je leur ai demandé si ça se faisait. Alors, à ce qui paraît, ils sont pas tellement fans de l'idée, mais c'est faisable. Par contre, ouais, enfin en tout cas en Suisse, hein, à l'aéroport de Genève, il faut aller chaque fois avant qu'un avion décolle et il faut vraiment y aller, ouais, peut-être vraiment minimum une demi-heure à l'avant. Et s'ils voient qu'ils ont pas toutes les places qui sont promises, alors là, tu peux prendre ton avion. avec une grosse réduction. Paraît-il, mais enfin, ça doit vraiment dépendre de la personne qui est à l'accueil, quoi. Ah ouais, apparemment, ouais, il y a quand même pas énormément de chance, mais bon. Et en Amérique du Sud et tout ça, t'as essayé parce que j'ai lu que c'était surtout en Europe, en fait, où ils voulaient pas que les gens fassent ça, parce que sinon, ben, tout le monde fait ça, et puis du coup, ils arrivent plus à se faire des grosses marges. Mais je sais pas si aux États-Unis, ça se fait pas plus. Parce que, paraît-il, aux États-Unis, ça se fait, quoi. Je savais pas aux États-Unis en tout cas, mais non, moi j'ai pas essayé en Amérique du Sud, mais ça m'avait un peu refroidi ce que j'avais trouvé sur le net, mais avec le cas suisse, pourquoi pas? Ouais, je suis sûr que c'est les lobbies de l'industrie aéronautique qui empêchent de poser des bonnes questions sur Internet. C'est possible. Peut-être pour ceux qui ont jamais peut-être beaucoup voyagé, quand t'arrives dans un aéroport, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? On arrive généralement avec tous ces bagages, bon, on essaye de les paquer assez correctement. Quels sont les conseils, toi qui as fait vraiment beaucoup d'aéroports, un peu oui, tu dirais les 5 conseils à donner pour les nouveaux? Le premier conseil, c'est de regarder, de bien vérifier son sac à dos, enfin son sac cabine plutôt, que c'est basique, mais bon, qu'on n'ait pas des objets en fait qui ne vont pas passer au conseil de sécurité et finir à la poubelle. Parce que en fait, par exemple, comme ça, bon, je suis un peu tête en l'air, mais comme ça, j'ai perdu par exemple plusieurs couteaux auxquels je tenais, des canifs en fait. Tu vois, parce que c'est interdit évidemment. Et en fait, quand tu voyages, voilà, tu es sur la route un petit moment, tu vas prendre l'avion et tu penses pas forcément en fait, tu vois, de replacer ton canif, enfin ou un autre accessoire, je sais pas, qui est dans ton sac, dans ton petit sac à dos et le remettre dans ton gros sac qui va être destiné à la soute dans l'avion. C'est bête, mais ça m'est arrivé plusieurs fois des choses comme ça. Tu dois pas être le seul, hein. Voilà, donc maintenant je fais vraiment attention. J'essaye de me dire, alors voilà. Donc j'essaye vraiment de faire attention. Ensuite, oui, je suis pas le seul parce que dans les pour des contrôles de sécurité, à chaque fois, il y a une pile d'objets qui finissent dans les sacs. La deuxième chose, Au niveau de la sécurité, par exemple, si dans des aéroports, on va dire, moins européens, est-ce qu'il y a des choses à regarder, des choses à se méfier un peu? Parce qu'on arrive souvent avec tout son matériel et c'est un peu le moment où c'est facile de se faire tout voler, non? ouais, alors ça c'est plutôt à l'arrivée. Je dirais que toujours être un peu vigilant, je pense. En fait, quand tu vas chercher tes bagages, enfin ne pas trop tarder euh, pour aller euh, pour aller au dépôt. Je me rappelle jamais le nom parce que c'est toujours en anglais. Ouais, enfin là où tu dois attendre jusqu'à qu'ils sortent de l'avion pendant quelques temps, quoi. Mais pas être aux toilettes quand elles sortent, je suppose. Non, Ouais. voilà, ne pas trop tarder, parce que dans certains pays, il y a des sacs qui disparaissent, voilà, à cause de cela. Donc
Voilà, ne pas trop tarder. Ensuite, toujours un peu dans le même ordre d'idée, c'est aussi pas mal, je pense, comment dire, de distinguer son sac. Enfin, parce que, en fait, surtout les sacs à dos, mais les valises, c'est un peu pareil, ils se ressemblent tous, hein, plus ou moins. Par exemple, le sac Quechua, là, le grand 80 litres, c'est la même couleur, etc. Tu vois, et il peut arriver, et moi, ça a failli m'arriver plusieurs fois, que d'autres voyageurs le prennent à la place en croyant que c'était le leur, en fait. Et donc, je pense que c'est pas mal de marquer, en fait, d'identifier vraiment son bagage. Ça peut être par en fait, un signe qui permet de le distinguer, enfin, à l'autre, plutôt à l'autre personne, qui va faire que l'autre personne ne va pas le prendre, en fait. Ça peut être je sais pas, bon, pour les filles, un petit nounours accroché, enfin, tu vois ce que je veux dire, quelque chose comme ça qui permet de le distinguer, parce que ça m'est arrivé ouais, 2 fois, j'ai vu un voyageur qui était en train de filer avec mon sac, et le pauvre, il avait pas fait attention, en fait. Voilà, parce que tous les sacs, quand même, enfin, se ressemblent beaucoup, quoi. Ouais. Ou alors acheter les seuls qui sont roses avec une Hello Kitty dessus. Voilà, ouais, etc., enfin, des choses comme ça. Ensuite, toujours, bon, là on est toujours un peu dans la sécurité, mais toujours aussi essayer, surtout pour les sacs à dos, de mettre les objets évidemment les plus précieux bien enfouis, quoi, bien cachés au fond, au milieu, etc. Ouais, histoire que ça soit pas visible, je pense, hein. En tout cas, ça c'est Voilà, sûr. ou facilement accessible, etc. Parce que bon, c'est assez connu que les bagagistes, voilà, ça vole, hein. Même, je me rappelle, il y a quelques années, à Roissy-Charles de Gaulle, ils avaient arrêté tout un réseau de bagagistes qui volaient. Donc, enfin, c'est juste des petites précautions. Ouais, peut-être pour les bagages, une dernière précaution, c'est en tout cas de pas les fermer à clé. Parce que la douane ou le contrôle de sécurité, s'ils voient quelque chose de fermé, ils vont l'ouvrir. Et moi, j'ai vu j'ai vu des valises arriver qui avaient été mais démolies pour qu'ils regardent ce qu'il y avait dedans. Et je me dis, le pauvre voyageur qui arrive avec ça, c'est intransportable, quoi. Ouais, en effet, ouais. Et puis mettre un cadenas, souvent aussi, ça. Enfin, si c'est pas la douane qui détruit la valise, ça peut être aussi tentant pour certaines personnes, peut-être, de voir des cadenas. Tu peux te dire, ah, tiens, il a mis un cadenas. Bon, ça se discute, mais. Peut-être au sortir de l'aéroport aussi, je sais pas si c'est dans d'autres pays la même chose, mais en Inde, t'as plusieurs bureaux qui sont à moitié officiels et en fait t'en as seulement un qui propose des bons prix pour les taxis, etc. Et t'as tous les autres, ils te proposent des trucs mais hallucinants, quoi, genre 300 € pour t'amener à Delhi et c'est genre à 10 minutes de voiture, quoi. Je sais pas si c'est la même chose dans d'autres pays ou si c'est simplement en Inde que c'est le foutoir, je sais pas. Disons que d'une façon globale, les aéroports, il y a pas mal d'arnaques autour des aéroports, comme autour de ce qu'on appelle les terminaux de transport, tu vois, surtout à l'arrivée. Et en effet, dans certains pays, par exemple, tu peux trouver des faux taxis ou simplement un taxi qui va te faire payer beaucoup plus, etc. Et donc là, une chose qui est importante et que je fais toujours quand j'arrive surtout dans un nouveau pays, c'est vraiment à l'arrivée de prendre mon temps, tu vois. Tu vois, de pas me précipiter dehors pour chercher un taxi. Enfin, tu vois, d'avoir un peu le temps d'atterrir, tu vois, de regarder autour de moi, tu vois, de réfléchir, de comparer. Enfin, ça peut sembler logique ce que je dis, mais quand tu arrives avec le décalage horaire, dans un pays tropical, il fait chaud, etc., tu vois, t'es parfois un peu à l'ouest, quoi. Ouais, t'es complètement largué, ouais. Regardez aussi où vont les locaux. Parce que souvent, eux, ils sont quand même beaucoup moins à voir que nous. Donc voir si t'as été dans l'aéroport ou dans l'avion avec, genre en Inde avec des Indiens, bah regarder où eux, ils vont chercher le taxi. Donc voilà quelques conseils, ouais, à l'arrivée. Prendre son temps, tranquille, bien regarder autour de soi. Et puis souvent, en plus, à l'aéroport, c'est quand même assez souvent full. Enfin, il y a plein de monde qui vont et viennent. Et voilà, je pense que c'est important de prendre un temps pour se poser. Et pour l'avion, alors toi qui as pris beaucoup d'avions différents, t'aurais des conseils à nous donner, ben, quoi prendre dans l'avion avec soi, par exemple? Alors, si c'est un vol long courrier, bon, évidemment de la lecture. Quoi d'autre? Des boules caisses, très important, surtout si le voisin c'est un ronfleur. Ensuite, des écouteurs. Déjà pour écouter de la musique si tu as un iPhone ou autre, mais aussi parce que pour certaines compagnies, en fait, l'achat, pour regarder un film, par exemple, sur ton écran, tu vois, il faut acheter des écouteurs et c'est payant. Donc, ça arrive. Donc, toujours avoir au moins, ouais, une paire
une paire d'oreillettes. Quoi d'autre? Moi, je sais pas, peut-être pour se tranquilliser quand on est dans l'avion, parce que moi, j'ai pas peur de l'avion, toi, je pense maintenant, en tout cas plus. Mais comment est-ce qu'on fait pour se relaxer avant? Le mieux, c'est de prendre un peu possession du vol, c'est-à-dire se renseigner sur le vol, combien de temps il dure, sur l'avion, etc. Peut-être même en parler au personnel de bord, tu vois, parce que eux, ils sont formés pour cela, ils vont te rassurer, etc. Bon, ça, c'est peut-être un peu extrême, c'est vraiment si, pour la personne qui a peur vraiment de l'avion. Mais bon, sinon, si tu es juste pas très rassuré, le mieux, en fait, c'est de ne pas y penser, de t'occuper l'esprit, donc en te plongeant dans la lecture d'un bon bouquin, etc. Voilà, ou discuter avec ton voisin, s'il est sympa. Ah, mais c'est pas toi qui avais écrit un billet là-dessus, d'ailleurs, sur ton blog? Ouais, parfois, on fait des rencontres sympas, ouais. Ouais, et puis parfois, on se dit, pourvu que ce soit pas un vol de 24 heures. Voilà. Ok, tu as déjà pu aller dans la cabine du commandant, aller vraiment voir... Malheureusement, j'aimerais bien, là, j'aimerais bien, j'espère bientôt. D'ailleurs, je connais une copine, une amie qui sort avec un pilote, là, elle m'a promis de m'arranger cela sous peu, mais bon, il va falloir trouver l'occasion. Mais, euh, mais bon, blague à part, il paraît qu'on peut demander, enfin, il y a toujours une possibilité, si tu demandes gentiment, etc., de voir la cabine. Enfin, tout le monde, enfin, du moins, je pense que c'est une bonne idée d'essayer. Ouais, si tu voles beaucoup, il y en a peut-être une fois un qui va te dire oui, hein, pourquoi pas. Ouais, non, il y a moyen d'essayer, ouais. Enfin, il paraît que ça se fait parfois, mais bon, c'est très rare, mais je veux dire, t'as rien à perdre, enfin, de toute manière, on n'a rien à perdre d'essayer. Et t'as déjà essayé les classes plus hautes, les first et tout ça? Ah non, jamais essayé. Jamais essayé. Ah. T'as jamais réussi à te surclasser alors? Ben non, 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 jamais. C'est rare, ouais. Il y a toujours. C'est un des moyens d'essayer ce genre de classe, c'est le surbooking quand toutes les places sont prises en économique. Donc là, ils te surclassent dans la classe supérieure, mais bon, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être une question ça. Toi, t'arrives longtemps à l'avance pour tes vols ou un peu à la dernière minute? Parce que moi, j'ai toujours peur de louper l'avion, alors j'arrive toujours 1 heure et demie à l'avance, mais finalement, ça sert à rien. T'attends, ça sert à rien. Et tu vois des mecs qui arrivent 5 minutes à l'avance et ils passent en 2 minutes ce que toi t'as passé en 1 heure et demie. C'est quoi ton conseil là-dessus? En fait, le conseil, moi, j'aime pas faire la queue, en fait. Donc, soit j'arrive tôt, soit j'arrive un peu tard. Comme ça, t'évites la queue. Donc, moi, c'est mon conseil. C'est pas plus bête. Ouais, je me disais peut-être en arrivant un peu en retard, tu vois, enfin pas vraiment en retard quand l'avion il est déjà en train de chauffer, mais style s'ils ont fait un peu du surbooking, tu vois, il y a peut-être moyen de. Ouais, là, c'est un moyen aussi. Ouais, alors tout à fait. Là, si tu t'enregistres en dernier, il y a toujours une chance que l'avion soit en surbooking et donc que soit tu sois surclassé, soit même ce qui est pas mal en fait, peut-être même mieux en fait, que la compagnie t'offre la nuit d'hôtel donc une place sur le vol du lendemain et avec ça en plus, normalement, surtout si t'es en Europe, une indemnité. Ouais, c'est bien que tu parles de ça. Ça me fait penser. Toi, t'as déjà eu à prendre des vols quand il y a eu des grèves? Parce que ça, c'est quand même un gros problème pour pas vraiment pour les grands voyageurs, parce qu'on part en principe quand personne ne part, mais genre pour les sessions de Noël ou vraiment juillet-août, où généralement ils profitent de faire des grèves. T'as déjà eu ça? Ouais, une fois j'ai eu un vol annulé à cause d'une grève. Ouais. Et alors? Et alors ça a été la galère pour me faire rembourser. Hein. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, ça a mis un mois et demi, 1 mois et demi, 2 mois, non 2 mois. Et mais il a fallu, tu vois, voilà, échange de mails, coup de téléphone, ensuite lettres recommandées, menaces, pour qu'ils me remboursent quoi, totalement. Ah bon, d'accord. Alors moi j'ai eu le cas quand j'ai été en Afrique et j'ai eu ma chambre d'hôtel payée et puis le coût total du billet payé aussi. Moi j'ai eu qu'à envoyer une lettre en fait. J'ai pas eu autant de problèmes que toi. J'ai peut-être eu de la chance, mais en tout cas dites-vous bien ceux qui vont nous écouter, quand on vous annule un vol, vous avez le droit d'être indemnisé. Donc surtout ne croyez pas quand ils vous disent ah non c'est compliqué, il faut juste prendre un autre vol, etc. Ils doivent vous rembourser le billet, donc faites-le. Ils ont qu'à apprendre à bien bosser s'ils veulent pas avoir à rembourser des milliards d'euros quoi. Donc voilà les quelques conseils sur l'avion. On va pas s'étendre là-dessus. Je vous conseille en tout cas d'aller sur le blog de Fabrice, qui est vraiment très intéressant sur les voyages en avion. De toute façon, ce sera dans les notes de l'émission. Alors, on va parler maintenant d'un pays qui est pas vraiment touristique, mais où tu as été, le Nigeria.
Alors déjà, peut-être, qu'est-ce que tu as été y faire? Alors, le Nigeria, en général, on n'y va pas rarement on y atterrit rarement par hasard parce que c'est un pays assez fermé et qui est pas des plus safe. Et en fait, quand j'y suis allé, moi, c'était il y a déjà, ouais, il y a 6 ans, j'y suis allé en fait faire un CV, ce qu'on appelle non, pardon, un VIA plutôt, un volontariat international dans l'administration. Donc, c'était un contrat de travail en fait. Et voilà, un peu par hasard, tiens, j'ai postulé, j'ai été pris et donc eh bien, j'ai passé 16 mois au sein du Centre culturel français de Lagos, la grande capitale, la grande ville du Nigeria. Ah ouais, d'accord, donc tu as vraiment passé beaucoup de temps. Et alors, ce que j'essaye de demander à tout le monde, quand tu sors de l'avion, ça ressemble à quoi le Nigeria? Alors ma première impression, je me rappelle vraiment comme si c'était hier, quand je sors de l'avion, il faisait nuit. Quelqu'un était venu me chercher avec une voiture de l'ambassade, etc. Et là, cette personne m'attendait et je suis sorti de l'aéroport. Et là, la première impression, c'est l'impression de rentrer dans un four. Tellement il fait chaud, même à cette heure de la nuit. Puis c'est de la chaleur, voilà, c'est un pays tropical, équatorial, enfin, c'est une chaleur humide. Bon, moi, c'était ma première fois dans un pays tropical, donc ça m'a marqué, forcément. Et puis, il y avait aussi il y avait plein de monde qui attendait devant l'aéroport. Et voilà, et on a pris la voiture, on s'est éloigné de l'aéroport. Et puis, il y avait quelques kilomètres plus loin, il y avait un checkpoint de la police, un contrôle de la police. Et voilà, c'était le Nigeria. Et c'est un pays très militarisé, non? Enfin, ça sonne comme ça d'ici en tout cas. Non, je dirais pas que c'est un pays vraiment spécialement militarisé, mais disons qu'il y a pas mal de contrôles de police, de la police fédérale, de la police locale sur les routes, à cause de l'insécurité, entre autres. Enfin, entre autres, hein, c'est aussi de la corruption, tout ça. Mais c'est un pays où règne une certaine violence, ouais, surtout dans les grandes villes. Enfin, le Nigeria est connu pour sa violence urbaine, en tout cas. Et ça ressemble à n'importe quelle grande ville africaine, la capitale, ou bien ça, il y a quoi qui change? Enfin, si t'as déjà été dans d'autres pays d'Afrique. Alors, le Nigeria, bon, il y a Lagos. Lagos, c'est pas la capitale politique du pays, c'est la capitale économique. Lagos, c'est en fait la capitale politique, s'appelle Abuja. C'est situé au centre du pays. En fait, c'est une ville qui a été créée un peu comme Brasilia au Brésil, c'est-à-dire qui a été créée, qui est sortie de terre, tu vois, une ville récente qui n'est pas vraiment africaine, enfin qui ne fait pas vraiment africaine dans le sens où voilà, c'est des immeubles enfin, modernes, des rues bien droites, enfin, etc. Et donc c'est pas très représentatif, mais Lagos, donc qui est la capitale économique et la grande ville du pays, plus de 15 millions d'habitants, c'est une des plus grandes villes d'Afrique. Non, moi pour l'instant, j'ai jamais encore vu de ville comme ça en Afrique. C'est vraiment déjà de par la taille, c'est vraiment un niveau au-dessus quand même. Et puis il y a un énorme trafic. Les rues sont souvent bouchonnées par des kilomètres de voitures. On les appelle les go-slow. C'est du pidgin, c'est un mélange d'anglais et de langue locale. De langue locale. Donc voilà, les gosses est connu pour ses go-slow. Et puis il y a beaucoup de pollution aussi. Non, c'est une ville assez énorme, près de la mer, au bord de la mer, composée de deux, trois îles. Tout le reste est sur la terre ferme. Et tu vois, tu as un immense pont qui relie la terre ferme et ces îles, où est le quartier d'affaires. Alors quand tu prends le pont, tu as un peu l'impression d'arriver sur un mini Manhattan. Enfin, un mini, hein. Mais c'est un peu l'impression. Et non, c'est une ville assez incroyable, quoi. D'accord, ok, ouais, je pensais pas que c'était comme ça. Et t'as pu voyager un peu dans le pays, voir à quoi ça ressemblait? Ouais, alors j'ai eu la chance de tomber sur des collègues, voilà, on avait un peu la même soif de découverte, etc. Ce qui n'est pas le cas de tous les expats au Nigeria, parce que souvent les règles de l'ambassade et un peu la pression psychologique, la peur de l'insécurité fait il y a beaucoup de personnes qui restent 5 heures dans ce pays sans être sorties de la ville, hein. C'est assez incroyable, mais bon. Nous, heureusement, on en a profité. On a fait quelques voyages au Nigeria, donc surtout au nord vers Kano. Kano, c'est la grande ville du nord musulman du pays. Voilà, on a fait quelques week-ends dans le pays. Pas tant que ça, c'est vrai, parce que se déplacer au Nigeria, ça demande, bon, ça demande un peu de logistique. C'est-à-dire qu'on préférait, pour des raisons de sécurité, par exemple, tu vois, y aller en voiture avec un chauffeur. Donc bon, j'avais des amis qui travaillaient, qui étaient expatriés, etc. Donc
tu vois, il y avait moyen de trouver un chauffeur, etc. Mais il fallait un peu s'organiser, tu vois, pour planifier ça, voilà, etc. Donc c'était pas évident, mais à chaque fois, c'est des sacrés souvenirs. Ouais, ça a l'air d'être un peu l'aventure, ouais. Et au niveau nature, tu as quoi? Tu as de la savane, des forêts humides, ça ressemble à quoi? Bon, ça va de la jungle, des forêts tropicales au sud, quasiment à une zone au Sahel, tout au nord en fait. Parce que tout au nord, là, on est à la frontière du Niger et ça doit s'appeler le Sahel. Enfin, c'est assez semi-désertique. Ouais, t'as pu aller là-bas aussi? Ouais. Ouais, c'est aussi joli, ouais. Ouais, parce que la grande ville du Nord, donc, qui s'appelle Kano, en fait, c'est une vieille ville millénaire, une vieille ville commerciale. Et d'ailleurs, tu as encore des restes de ces murs qui étaient des remparts à l'époque. Et cette ville est très connue parce que chaque année, il y a il y a les Durbars. Alors les Durbars, tu retrouves un peu ça aussi au Maroc ou dans d'autres pays. C'est des spectacles de cavaliers, tu vois, avec des chevaux en fait. Et en fait, pendant ces Durbars qui durent quelques jours, en fait, il y a les notables en fait locaux qui viennent voir l'émir en fait, qui viennent faire leur soumission à l'émir. Et alors, c'est l'occasion de grandes parades. Les chevaux sont magnifiquement décorés, etc. Enfin, c'est vraiment impressionnant. C'est un style vraiment arabe dans le nord, un peu comme le nord du Niger en fait, non? Ouais. Mais dans le sud, tu as quoi? Alors le sud est chrétien, enfin majorité chrétien. Et c'est d'ailleurs le problème un peu du Nigeria, c'est si tu fais attention à l'actualité, souvent on parle d'affrontements, tu vois, au Nigeria, d'émeutes, etc. Et souvent c'est entre chrétiens et musulmans. Parce que c'est un peu la zone de contact en Afrique entre les musulmans et le christianisme. Et puis évidemment, il y a une question d'ethnie, parce qu'au nord, on est musulman et on est Hausa. Et au sud, on est chrétien et on est Yoruba ou je sais plus l'autre ethnie. Mais tu vois, voilà, il y a ces petits problèmes qui créent de la violence aussi. Et je me souviens plus de ta question à la base. Oui, enfin, qu'est-ce qu'il y avait? Ok, alors maintenant on a vu que c'était chrétien. Est-ce qu'il y avait des choses intéressantes à voir dans le sud un peu Alors au sud, bon, outre la forêt, ouais, il y a quelques endroits très intéressants. Il y a notamment près d'Ibadan, qui est une grande ville aussi, une immense ville en Afrique. Il y a ce qu'on appelle la forêt sacrée, une forêt sacrée en fait, qui est peuplée en fait de statues Yoruba en fait, dédiées aux dieux Yoruba, comme ça, plantées dans la nature, au milieu de la forêt, près des rivières. Et donc c'est un endroit assez spécial à visiter. Et pour moi, en fait, l'intérêt principal du Nigeria, outre Kano, tu vois, c'est le centre. Parce que au centre du pays, en fait, tu as des hauts plateaux. C'est assez haut, ça va au-dessus de 1000 mètres. Il fait assez frais, en fait. Tu as encore dans cette zone quelques animaux sauvages. Tu as quelques parcs naturels, etc. Quelques animaux sauvages comme des lions que tu peux voir et tu peux faire vraiment des belles balades au pied de montagnes de formations rocheuses assez particulières. Et enfin, pour moi, c'est mon meilleur souvenir, c'est ces treks en fait qu'on a fait dans les hauts plateaux autour de Jos. Voilà, Jos, c'est la grande ville du centre du Nigeria qui est un peu plantée qui est posée en fait sur un plateau en altitude. Et pour moi, c'était mes meilleurs souvenirs. Je suppose que c'est pas touristique, c'est pas vraiment exploité. Alors moi, j'ai jamais croisé un touriste en tant que tel, hein. Jamais rencontré un backpacker au Nigeria. À mon avis, ça existe pas, toujours pas, à mon avis, parce que c'est difficile d'avoir un visa, il faut une lettre d'invitation, etc. Et puis, bah voilà, ça a si mauvaise presse que peu de gens sont motivés par y aller. Mais de ta vision, vu que tu as été, c'est une mauvaise presse seulement parce qu'on n'a pas envie d'en faire la promotion, ou alors il y a une vraie justification et t'irais pas forcément comme ça juste en tant que touriste. C'est toujours délicat parce que ce genre de questions, je connais bien, parce que ça dépend de quel côté, ça dépend c'est un peu subjectif, ça dépend de quel côté tu te situes, ça dépend, tu vois, si tu as l'habitude. Disons que pour la moyenne des voyageurs, il y a une bonne raison. Pour le coup, autant il y a des pays, il n'y a pas vraiment de bonne raison, tu vois, autant le Nigeria, il y a quand même une bonne raison pour le voyageur lambda, disons. Mais on parle du voyageur, ouais, c'est aussi très difficile à définir, quoi. Mais on va dire du voyageur qui s'est déjà fait l'Inde, qui s'est déjà fait quelques pays d'Afrique, qui a déjà un peu l'habitude de vraiment bien observer les choses, de pas se mettre dans des situations compromettantes. Quelqu'un de, on va dire, préparé, voilà,
plus voyageurs que préparés. Est-ce que d'après toi, il y a moyen qu'ils fassent quelque chose là-bas? Oh, il y a moyen d'y aller, hein. J'ai croisé quand même quelques personnes qui traversaient le pays, etc. Mais comme je disais, c'est pas facile de rentrer. Il vaut mieux connaître quelques personnes, ce qui est assez facile, hein, en passant, enfin, en cherchant sur Internet, on trouve le couchsurfing. Tiens, je sais pas s'il y a du couchsurfing. Tiens, c'est une bonne question parce qu'à l'époque, ça existait à peine. Tiens, tiens, faudrait que je regarde tout à l'heure, tiens, pour par curiosité. Mais ça serait intéressant de regarder. Mais disons que pour ce genre de voyageurs, ouais, je pense que c'est un petit challenge quand même, quoi. Parce que, ouais, il faut faire attention, quoi. Il faut vraiment redoubler de précautions. Ça fait partie des pays, ouais, où il faut prendre le maximum de précautions. Et en même temps, tu peux tout à fait passer un super séjour, bien sûr, sans qu'il t'arrive rien. Mais tu vas pas au Nigeria, c'est sûr, comme tu vas en Asie du Sud-Est, c'est pas pareil. Oui, enfin, quoi qu'en Asie, il y a aussi des voyageurs qui ont eu des problèmes, hein. On peut en avoir partout, hein. Bien sûr, mais au Nigeria, non, au Nigeria, c'est quand même spécial. Il faut vraiment, non, il faut vraiment. Alors, si tu évites les gosses encore et les grandes villes, voilà, bon, si tu vas dans la campagne, c'est quand même beaucoup plus safe, quoi, beaucoup plus calme, comme un peu partout, hein, tu vas me dire. Mais le Nigeria, non, pour le voyageur moyen, faut qu'il se renseigne bien. Et c'est, franchement, c'est quand même bien s'il a des contacts sur place, des points d'arrivée. Et voilà, avec ça, il peut y aller, je pense. Ouais, donc à noter pour les voyageurs qui sont quand même bien avertis et bien préparés, mais ça reste quelque chose de possible. Tu as parlé juste avant des Yoruba, par exemple. Est-ce que c'est des ethnies qui ont encore gardé des manières de vivre un peu ancestrales, ou quelqu'un qui aurait envie ouais, pas de s'intéresser vraiment à l'ethnologie, mais de vivre quelque chose d'un peu authentique? Ça reste comme ça, ou bien c'est européanisé? Non, tu vas, surtout dans les campagnes, non, les Yoruba ont quand même gardé pas mal de leur tradition. Ouais, tant au niveau musical, tant au niveau culturel, tant au niveau de la religion aussi, etc. Là-bas, tout ce qui est, tout ce qui est gris-gris, vaudou, enfin, c'est pas le terme de vaudou, je me rappelle plus le nom local, mais tu vois, sorcellerie, ça a encore pas mal d'impact. Donc, non, il y a quand même pas mal de traditions encore vivaces, quoi. C'est des gens qui sont faciles à approcher, si tu parles anglais, par exemple, ou bien... Oui, enfin, ouais, je dirais oui, ouais, si tu parles anglais, ouais, ils sont sympathiques, accueillants. Ce que j'ai bien aimé chez les Nigérians, tu vois, il y a une différence, par exemple, avec l'Afrique francophone, c'est que le Nigérian, alors c'est peut-être parce que je suis français, tu vois, je suis pas anglais, mais ils ont une certaine fierté, tu vois. Enfin, ils sont assez fiers de leur pays, tu vois. Ils sont beaucoup moins dans la soumission. Ils sont plus dans un rapport égal avec l'homme blanc. Parce que, bon, je dis ça parce que donc j'avais voyagé après dans les pays francophones, tu vois, et souvent tu avais plus ce rapport de gens patron, tu vois. Patron, enfin d'ailleurs ils le disent dans certains pays, tu vois, comme le Bénin, mais tu vois, et au Nigeria, j'ai jamais trouvé ça. Ouais, ok, bah c'est vrai, c'est peut-être pas ce côté français aussi, quand même un lourd passé. Ouais, ouais, j'aurais pas pensé à ça, mais c'est intéressant, ouais. Donc du coup, en 15 mois, je pense, t'as pu bien connaître quand même les Nigérians et tout ça, pouvoir discuter un peu, non? Ouais, bon, il y avait malheureusement, enfin, je trouve que j'avais pas assez d'amis nigériens, mais bon, c'est souvent ça quand t'es expatrié dans ce genre de pays, parce que à cause, voilà, dans ce genre de pays où quand même il y a certaines précautions à prendre, les expats en fait ont tendance à se retrouver encore plus entre eux qu'ailleurs, quoi. Et puis il y a beaucoup de différences au niveau de vie. Mais non, c'est vraiment un pays intéressant. Moi, le Nigeria, tu vois, je connais des amis que j'ai rencontrés après, qui ont travaillé, qui ont fait leur VI dans d'autres pays d'Afrique francophone, et c'est clair que ça avait rien à voir. Tu vois, c'était beaucoup plus tranquille, beaucoup plus relax, etc. Voilà, nous, on allait parfois en week-end au Bénin, tu vois, c'était un peu comme le Club Med. Enfin, c'était vraiment relax. Non, vraiment. Tu vois, dès que tu passais la frontière du Nigeria, tu vois, c'était psychologique, mais tu étais tout de suite soulagé, tu vois. Tu te sentais tout de suite bien et relax, tu vois, plus léger. Tu vois, parce que tu savais que voilà, les Béninois, ouais, c'est tranquille. Enfin, franchement, c'est zen, quoi. C'est vrai que pour avoir été au Bénin, le Bénin c'est tranquille, ouais. Ouais, donc si tu connais, tu vois, c'est quand même. Moi, j'adore les Béninois. Je me suis bien marré. Enfin, Ouais, moi en tout cas j'ai trouvé qu'ils étaient tranquilles, en tout cas plus que les Togolais par exemple, qui sont un peu plus nerveux il me semble.
Mais ouais, sympa. Et qu'est-ce qu'on y mange au Niger? Je t'ai pas posé la question. On y mange quoi? Alors, au Nigeria, il y a pas mal de... En fait, j'ai pas vu énormément de différence avec les plats que tu peux trouver ailleurs en Afrique de l'Ouest, en fait. Pour tout te dire, moi j'étais près de la mer, je mangeais pas mal de poissons. Ah oui, il y avait un plat que j'aimais bien. En fait, c'était pas vraiment un plat, c'était plutôt un espèce de truc léger que tu manges comme ça au coin de la rue, etc. En fait, c'est des morceaux de viande frits, comme ça, dans la rue, et accompagnés d'épices. Voilà, donc, moi, c'est très bon. Alors, je saurais plus me rappeler le nom. Ouais, des sortes de petites grillades comme ça. Voilà, ouais, ouais. Ok, ben ça au Bénin, je trouvais qu'il y avait pas énormément de viande par contre au Bénin. Au bord de la mer, t'as beaucoup de poissons, mais Ouais. Par contre, au Bénin, t'avais des sacrés poissons, hein. Moi, je me souviens notamment d'immenses barracudas que je mangeais, là. ouais, c'est pas mal ça, hein, c'est pas mal. Et je pense accompagné avec du riz, hein. Ouais, ouais, du riz, ouais. Des trucs intéressants à ramener en artisanat ou des choses comme ça. Alors, en artisanat, il y a beaucoup de choses hein, au Nigeria, hein. Il y a beaucoup de choses. Notamment parce qu'il y a pas mal, il y a pas mal d'ethnies, tu vois, entre les Yoruba, comme je disais, les Ibo, voilà, les Ibo qui sont plus dans l'État du Niger et les Hausa au nord, il y a beaucoup de choses, beaucoup de masques africains, notamment Yoruba, tout ce qui est masque, il y a de quoi faire, tout ce qui est, ouais, beaucoup d'artisanat à base de bois, ouais, beaucoup de choses, quoi, notamment des coffres en bois, des beaux coffres en bois sculptés, si t'as de la place. Non, il y a beaucoup de choses ouais, au niveau artisanat. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire que tu veux dire sur le Nigeria? Non, alors le Nigeria, je vais pas dire, enfin, je vais pas recommander aux lecteurs spécialement de venir. Enfin, comment dire? En général, je dis toujours, non, allez, il faut y aller, il faut y aller. Le Nigeria, je vais peut-être pas dire qu'il faut y aller parce que il y a quand même, comme je disais, certaines précautions à prendre. Je m'en voudrais après De causer des problèmes, oui. quelqu'un m'écouter et voilà. Disons que le Nigeria, je pense, c'est sans doute plus un pays où il faut vivre, je pense, pour le comprendre et tu vois, et vraiment en profiter, quoi. Enfin, c'est un pays fascinant, tu vois, c'est le géant de l'Afrique, c'est vraiment le géant de l'Afrique, à tous les points de vue, la population, etc. Et il y a vraiment des choses passionnantes, quoi. Moi, je m'ennuyais jamais, hein. Toutes les semaines, il y avait des choses incroyables à voir, bon, parfois négatives ou positives, mais c'était une sacrée expérience. Et voilà, si d'aventure quelqu'un trouve un poste ou a une opportunité au Nigeria, ben pourquoi pas essayer. Ouais, mais voilà, il y a peut-être du bénévolat ou du travail dans les ambassades à faire. C'est aussi un bon moyen de connaître un pays sans dépenser non plus des milliards. Ça peut être une bonne idée, hein. Ah ouais, tout à fait, ouais, ouais. Tu as écrit des choses sur le Nigeria sur ton blog? J'ai seulement un article pour l'instant sur Lagos, la grande ville du Nigeria. Et ouais, il faudrait que j'écrive plus, tiens. Bah, pourquoi pas? C'est vrai que c'est un pays où on n'écrit pas grand-chose dessus. En tout cas, je vais faire un lien vers ton article. Alors, Fabrice, c'était vraiment gentil de nous parler du voyage en avion et puis du voyage au Nigeria. Peut-être juste une question, il y a énormément de blogs sur le voyage, dans le mien par exemple. Le tien, on va dire, qu'est-ce que c'est chaque blog a une spécificité. Quelle est celle de ton blog? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu aimerais faire passer par le biais de ce que tu écris? Moi, ce que j'aime à dire tout d'abord, c'est que Instinct Voyageur, c'est plus un blog sur le voyage qu'un blog de voyage. C'est-à-dire qu'un blog sur le voyage, c'est-à-dire que je parle pas mal, je pense, de l'esprit du voyage. Tout ce qui tourne autour ouais, de l'esprit du voyage. Et en fait, le message que j'essaie de faire passer sur Instinct Voyageur, c'est, bon, bien sûr que voyager ne coûte pas aussi cher que ça, etc., etc. Le message aussi que j'essaie de faire passer, c'est qu'un voyage au long cours, donc un long voyage, voilà, c'est quelque chose que je pense vraiment que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Parce que ça apporte vraiment des choses incroyables. C'est vraiment un enrichissement. Parfois, ça peut même vraiment changer une vie ou du moins permettre un certain recul sur sa vie. Et ça, c'est vraiment ouais, la philosophie d'Instinct Voyageur. C'est allez-y, franchissez le pas. C'est le slogan du blog. C'est parce que bon, évidemment, surtout pour ceux qui l'ont jamais fait. Et parfois, je reçois des mails, tu vois, de lecteurs, etc., qui me font part de leurs doutes et de leurs interrogations. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire
je sais pas, par exemple, si tu pars 6 mois ou 1 an, de lâcher tout, etc., pour partir, si tu l'as jamais fait, c'est quelque chose qui est impressionnant. Enfin, beaucoup de monde sont passés par là, et moi aussi. Mais voilà, il faut le faire, et c'est l'aide, en fait, que j'aime vraiment apporter aux gens. C'est ce message vraiment que j'aime apporter aux gens. Et quand je reçois en retour des mails de gens qui me disent merci, etc., tu m'as donné l'inspiration, tu m'as aidé. Bon, pour moi, ils exagèrent toujours un peu quand même, mais tu vois, là, je suis vraiment heureux, vraiment, d'avoir un peu contribué, d'avoir mis ma petite goutte d'eau, en fait, et d'avoir contribué à ce qu'ils le fassent. Ouais, je pense pas que c'est si abusé que ça, parce que c'est vrai que quand on est tout seul et puis quand on parle à nos amis, on leur dit ouais, j'aimerais partir, même 2 ou 3 mois, ils nous disent ouais, mais comment tu vas faire avec le travail, comment tu vas faire avec l'appartement, comment tu vas faire avec ci ou ça, puis s'il arrive des problèmes. Et c'est vrai que c'est des questions qu'il faut se poser, c'est clair, tu as dû te les poser avant de partir aussi, mais je pense de pouvoir communiquer avec des gens qui ont un peu ces mêmes envies, qui l'ont déjà fait, ça. Tu dis ouais mais moi je connais quelqu'un qui l'a fait, il a réussi, ça lui a bien marché, moi je suis sûr que je peux faire la même chose. C'est vrai que si c'est une personne qui a personne dans son entourage qui a vraiment voyagé, c'est vrai que ouais, c'est difficile. Et c'est vrai que le blog peut aider, c'est vrai, dans ce cas-là, ouais. Ouais, puis bon t'es quand même aussi super réactif sur les commentaires, hein. On peut te poser une question, tu réponds, etc. C'est dur de trouver des gens comme toi ou comme d'autres qui ont beaucoup voyagé, c'est pas évident, hein. Je sais pas, bon, moi je baigne un peu là-dedans, donc je me rends pas compte. Oui, pour toi c'est plus facile, mais je veux dire pour quelqu'un qui rentre juste dans ce domaine-là, c'est pas évident. En tout cas, moi je me fais vraiment une règle de répondre à tous les mails que je reçois et d'y répondre, quoi. J'estime que la personne, elle a pris de son temps pour m'écrire et parfois pour me poser des questions. Voilà, je me fais vraiment une règle d'y répondre. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien le blogging, c'est pour ça que j'aime bien les podcasts, il y a cette proximité qui est vraiment géniale, quoi. Qui nous montre qu'Internet, ça sert pas qu'à regarder des vidéos de chats qui font les imbéciles. Voilà, entre autres. Ok. Oh, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi aussi, d'avoir pris du temps pour les auditeurs. C'était vraiment très intéressant. J'espère qu'on vous aura donné l'envie d'aller au Nigeria, même s'il faudra peut-être attendre quelques années, on espère, pour que les musulmans et les catholiques arrêtent de se taper dessus. Après quelques milliers d'années, il faudrait qu'ils arrêtent. Et j'espère que ça va sauver un jour et que comme ça, on pourra profiter de l'expérience de Fabrice pour y aller. Ben, merci Jonathan pour cette entrevue. C'était très sympa. Et puis ben voilà, j'espère que j'aurai donné encore plus envie à certains de franchir le pas. Eh ben, sans aucun doute, et sans aucun doute qu'on se recroisera quelque part. Comme on dit, on sait pas où, mais ce sera quelque part sur Terre. Allez, ciao, bonsoir. Merci, salut. Tu coupes ici, c'est le cœur. Bouilli, il soigne l'hypertension, ça soigne le diabète et toutes les maladies. Les Nigérians consommaient des parties de corps d'aliens. Ils pensaient qu'en procédant ainsi, ils acquéreraient leur pouvoir qui leur permettrait de se servir de leurs armes. Tu dois les manger. Et leur pouvoir vivra en toi. Et je remercie encore Fabrice pour le temps qu'il a pris pour moi pour cette interview qui était très intéressant. Alors comme d'habitude, en début et en fin du podcast, il y a 2 films à deviner. Je vous laisse le faire. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, j'enverrai des cartes postales de la Suisse à celui qui arrive à me deviner les 2 films. Bien sûr, ma sœur et mes parents ont l'interdiction de jouer vu qu'ils savent quel film j'aime et qu'ils ont une très bonne connaissance cinématographique. Alors pour les nouveautés sur le site, ceux qui se sont rendus sur celui-ci durant cette semaine ont probablement vu qu'il y avait une nouvelle rubrique qui s'appelle la bibliothèque 2.0. Alors j'ai écrit un assez long billet dessus, donc je vais pas y revenir trop longtemps. Le but, c'est de pouvoir s'échanger nos livres de voyage, que ce soit nos guides, genre Lonely Planet ou Routard, qu'on achète généralement avant de partir, et puis une fois qu'on est revenu, on n'en a plus besoin, on les laisse traîner quelque part. Eh bien pourquoi pas se les échanger sur Internet, ça nous permet d'économiser un peu d'argent et puis de pas gaspiller tout ce papier. Par ailleurs, on peut aussi s'échanger des livres qui parlent de voyage, sur les grands voyageurs, sur des pays spécifiques, en restant quand même sur le thème du voyage parce que je veux pas que ça devienne une bibliothèque énorme, mais ben voilà, de pouvoir s'échanger tout ça dans la bonne humeur. Et puis vous verrez qu'il y a déjà quelques titres qui sont mis à disposition. Je vous laisserai encore une fois aller sur la page, c'est tout très bien expliqué, vous pouvez avoir contact avec moi pour mettre à disposition les livres ou pour les demander.
Alors j'espère que cette idée vous intéressera, que vous pourrez mettre à disposition vos livres ou les retirer. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée, je suis peut-être le seul, on verra avec le temps si ça marche ou pas. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast, je vous donne déjà rendez-vous pour dans 2 semaines. On va parler de l'Inde avec Alex qui se trouve à Delhi quand on a fait l'interview, qui a une agence de voyage là-bas. On va faire un petit tour de l'Inde, même si c'est très compliqué en moins d'1 heure, mais ça va déjà, j'espère vous donner l'eau à la bouche d'aller dans ce pays absolument merveilleux que j'ai adoré. Alors, à dans 2 semaines, ciao, bonsoir.